Bienvenue dans cette dernière partie de Perles de culture. Nous célébrons l'art en beauté et nous avons le grand honneur de recevoir Jean-Laurent Cochet qui à son tour célèbre Jean Anouilh. Il vient de mettre en scène Eurydice au Théâtre 14. Bonjour Jean-Laurent Cochet. Bonjour Anne. Merci de nous offrir cette pièce Eurydice qui est d'abord un grand mythe. Ah oui, un grand mythe dont j'ai découvert en montant la pièce que les gens le connaissaient peu en définitive, de même qu'ils ignoraient aussi beaucoup la pièce de Jean Anouilh. Elle est peu connue. Peu connue. Et alors je tiens tout de suite à dire, vous me dites que je l'ai mise en scène, mais ce qui a été une histoire très belle que je vais essayer de raconter en peu de mots, comme toute l'histoire des rencontres. J'avais eu au téléphone souvent Jean Anouilh en Suisse, parce que j'avais eu envie à une époque de monter La Foire d'Empoigne, qui est une pièce admirable. Et puis ça n'a pas pu se faire, Charles Denner est mort. Bon. Et je lui ai dit, mais j'espère aussi un jour que j'aurai les interprètes idéaux pour jouer Eurydice. Alors là, il s'était enthousiasmé en me disant, mais vous savez que c'est mon enfant chéri, parmi toutes mes pièces de la guerre, je l'aime beaucoup plus qu'Antigone, Eurydice a toutes mes tendresses, toutes mes préférences. Et c'est là qu'il m'avait dit, surtout ne redoutez pas de sabrer beaucoup dans mon texte pour resserrer l'action. Et puis, il y a donc 2 ans, j'ai fait la connaissance, il y a plus de 2 ans, d'un jeune comédien absolument exceptionnel qui s'appelle Sam Richer. Je me suis dit, ben voilà, en tout cas, j'ai mon Orphée, une Eurydice n'était pas loin, et on a fait la mise en scène tous les deux. C'est lui qui a fait la mise en scène, je tiens à le préciser, puisque nous avons un gros succès, et moi je me suis amusé à le surveiller de très près du cœur. Et c'est là que je me suis rendu compte que les gens, le mythe d'Eurydice, à qui la mort permet de revenir sur terre. Donc Orphée aime Eurydice. Orphée aime Eurydice. Il en est aimé. Il en est aimé. Mais Eurydice meurt. Part aux enfers. Et on accorde à Orphée d'aller la retrouver. Musicien. Le grand musicien, qu'Anouilh, le fameux harpiste, a été remplacé. C'est le père qui joue de la harpe dans la pièce, le père que je joue. Et lui, il joue du violon symboliquement. Et puis, il va rechercher aux enfers, on le lui accorde, Eurydice. Et là où le mythe est traité d'une façon aussi originale que par Cocteau, d'ailleurs, c'est comme ça que les grands esprits se rencontrent, Anouilh renouvelle le mythe en entourant la seconde mort d'Eurydice, en définitive, quand elle n'a pas pu rester sur Terre. Les grandes amours vivent d'empêchement. Alors tous les gens tous les gens qui ont défilé dans sa vie se retrouvent sur le plateau. Ce qui permet, c'est une des plus belles pièces d'Anouilh parce qu'elle contient à peu près tous ses sentiments à lui. On sent déjà dans cette pièce qui est de 42 tout ce qu'il y aura après de Pyrandélien à la fin de son œuvre. Il y a tous les thèmes qu'il a pu traiter, si bien que ça obtient du public, et ça c'est fantastique, aussi bien des réactions comiques quand il le faut qu'une qualité d'écoute qu'on n'a plus souvent au théâtre maintenant. Vous placez la pièce dans un hall de gare, dans un restaurant de gare. Oui. Et donc, le buffet de la gare. Orphée accompagne son vieux papa, tous les deux musiciens, et Orphée charme une comédienne qui est là, elle aussi, avec sa famille, en tournée, et il charme par sa musique cette comédienne, et cette comédienne abandonne tout pour suivre Orphée. Leurs amours. Ils abandonnent tout, tous les deux. Pour vivre leur amour, croyant que c'est possible sur Terre, quand on est aussi pur qu'ils le sont, ils ne pourront se réunir à nouveau que dans une seconde mort, si j'ose dire. Moi, c'est une pièce étonnante. Alors, qui est Anouilh pour vous, Jean-Laurent Cochet? Je sais que vous l'aimez beaucoup. Je l'adore, et depuis mes premières années, quand j'ai pu le découvrir. Avant tout, pour moi, c'est le dernier grand auteur dramatique français. Il y a eu depuis des pièces éparses, si j'ose dire, des gens ont écrit des pièces intéressantes, mais c'est la dernière œuvre aussi importante. C'est à la fois un des premiers grands modernes de cette efflorescence extraordinaire des années 30 et en même temps le dernier grand classique. Son œuvre est considérable. Et c'est une œuvre qui comme il l'a dit lui-même en
nommant ses œuvres, il y a des pièces noires, il y a des pièces roses, il y a des pièces grinçantes, il y a des pièces d'historiques. Et là, nous sommes dans une pièce. On est dans une pièce noire, mais avec beaucoup de roses et avec des échappées déjà vers des choses plus tendres. Il y a un mélange de grincement et de tendresse. Il y a un équilibre extraordinaire dans cette pièce. Et je le rappelle, ce qui m'enchante, c'est que les gens qui ne la connaissaient pas, pour la plupart, elle avait été presque jamais rejouée depuis sa création, l'écoutent avec avidité, si j'ose dire, et nous font un merveilleux succès tous les jours. Il y a toujours chez Anouilh ce recul ironique sur la vie. Toujours. Et là, c'est la vie des comédiens. Oui, et alors ce qui est merveilleux, c'est qu'on sent derrière cette ironie, et derrière quelquefois des choses qui peuvent paraître cruelles, une grande tendresse. Peut-être parce que c'était sa jeunesse, elle lui aussi était composée de sa mère était une femme de tournée, elle aussi, il a connu, oui, une musicienne, il a connu ce monde, ce milieu-là. Alors, la fragilité des amours humaines, oui. Mais aussi la voracité des hommes. Il est très lucide. Ah oui. Il y a des personnages peu recommandables dans cette pièce. Beaucoup, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il sait, comme il le disait lui-même vers la fin de sa vie, quand on a compris qu'il fallait s'isoler de plus en plus de certains individus pour ne conserver que la présence des autres, il dit, dès qu'on essaie de m'envahir et de me rappeler ce qu'est le monde autour de nous, il n'y a qu'un geste pour ces hommes-là, je les écarte. Et c'est pour ça qu'il reste le meilleur, et que même dans les personnages qui sont quelquefois, ils frôlent l'odieux, il y a le lait de la tendresse humaine, comme aurait dit le grand Will. Absolument, et Eurydice trompe, a été infidèle, mais elle a été par charité. Ah mais oui, c'est-à-dire qu'elle a été infidèle avant même de le rencontrer. Mais Orphée est horriblement jaloux. Oh. Donc, mais, ça va être la clé, hélas, de leur première séparation. Eurydice se donne par charité. Par charité, exactement. Et c'est pourquoi d'ailleurs, parce que je tiens à ce qu'on les recite, Sam Richer, qui a monté le spectacle avec moi et qui est un Orphée absolument unique, en ce moment je ne vois pas d'autres qui auraient pu le jouer, et Nora Lehambre, qui paraît revenue d'un autre monde avant même qu'on lui envoie. Elle est ravissante. Elle est d'une pureté. Ah, il faut un couple étonnant. Et le troisième personnage principal, si je puis dire, de l'intrigue, c'est le fameux Monsieur Henri, qui est un serviteur de la mort, en quelque sorte, comme ses gestes dans Cocteau, ça, qui est joué par Vincent Simon. Et je suis content qu'à ces trois jeunes comédiens, si pleins d'avenir, le public fasse un tel succès. Ainsi naturellement qu'aux parents, Catherine Grifoni et Jean-Pierre Leroux, qui sont exceptionnels de fantaisie. Alors cette pièce se donne au Théâtre 14, ravissant lieu, avenue Marc-Sangnier, dans le 14e. Tout près de la Porte de Vanves. Et Jean-Laurent Cochet, vous mettez cette pièce en scène, mais vous avez aussi un cours célèbre avec des élèves célèbres, comme Depardieu et comme Lucchini. Entre autres. Dites-nous un peu l'importance dans notre vie à tous d'élèves, de bien entendre un texte et de bien le dire. Vous venez de dire l'essentiel dans ce monde où il y a cette folie qui s'est installée de ce qu'on appelle les portables, etc., ce que j'appelle des engins de mort, même si de temps en temps, très rarement, ça peut être utile, jamais autant qu'on le croit. C'est que les gens sont devenus sourds. Le professeur de mathématiques le disait, on détruit l'oreille interne, on détruit les canaux semi-circulaires, etc. Et les gens ne s'entendent plus dans aucun sens du terme, ils n'écoutent plus, ils ne se comprennent plus, etc. Alors qu'avec le théâtre, avec les textes, on remonte au verbe, c'est-à-dire le verbe qui résonne en nous, qui va jusqu'au cerveau et qui descend jusqu'au cœur. Et ça, c'est tout le théâtre. Vous savez, le théâtre, c'est Jouvet qui disait « Nous ne sommes pas des diseurs, ça c'est des récitants, ça n'a rien à voir. Nous sommes des éloquents sensibles. » On part d'une sensation que la respiration fait monter jusqu'à l'expression, et c'est le sensible intelligent. Et ça peut guérir tous les gens. Je me rends compte au cours en ce moment, où ils sont innombrables, on guérit beaucoup de gens, de tas de choses, de dyslexie, de maladies nerveuses par le seul contact avec la respiration, avec le texte. Pas les mots, hein. Les mots, c'est le reflet de l'âme.
c'est un travail que tout le monde devrait pratiquer à un moment de sa vie. Tout le monde. Ne serait-ce qu'en lisant tous les jours à voix haute, en faisant résonner des textes. La moindre fable de La Fontaine est un enrichissement intellectuel, musical. Je sais pas, je crois que c'est Dostoïevski qui disait « La beauté sauvera le monde ». En ce moment, je pense que si on la ramène à sa vraie place dans le monde du théâtre, dans le monde du verbe, c'est par là qu'on pourrait peut-être s'échapper du quotidien dans ce qu'il a de médiocre. C'est comme le chant, en fait. Ah, mais c'est un chant. C'est un chant. Un vrai texte est une musique. Même un texte apparemment pauvre, apparemment qui ne se veut pas spécialement poétique, il y a une cadence. Il y a le mouvement de la respiration d'un personnage, de son caractère, de sa pensée, de ses émois. Bien sûr, c'est une musique. Bien sûr. De même que la voix est le plus bel instrument qui existe. La voix, le timbre. J'ai été vous écouter beaucoup sur toutes vos interviews sur Internet et vous donnez une démonstration extraordinaire de l'utilité de la fable de La Fontaine et de l'importance de la ponctuation. Oui, mais alors justement, merci de me mettre sur ce sujet, de corriger en même temps le mot ponctuation, car la ponctuation est notre ennemi. La ponctuation de la brochure, c'est de l'écriture, c'est un signe purement graphologique pour la lecture, et encore Raymond Queneau s'en est passé. Et je donne toujours effectivement cet exemple, puisque depuis le XVIIe siècle, notre langue française, maintenant on ne sait pas trop ce qu'il en reste, notre langue française a été construite sur les interversions. Et peu de gens se sont rendus compte, avant qu'on ne leur signale, qu'ils faisaient une faute considérable. C'est un exemple, il y en a des milliers. Mettre corbeau sur un arbre perché, eh ben c'est une sottise énorme. Si on ne réaccentue pas, c'est le mot technique, le mot perché, parce qu'un arbre n'est pas perché. C'est le corbeau qui est perché sur l'arbre. Et ça, c'est une de nos premières règles, et si les gens l'appliquaient dans la vie, il y aurait peut-être moins de malentendus, mettre corbeau sur un arbre, perché. Et vous savez, tout ça, ça tient, de même que toute la musique du monde tient en 7 notes, ça tient en 7 règles. Respiration, réaccentuation, pré-finale, langage de l'inflexion. Et avec ça, en un cours, les élèves sont sauvés quelquefois au besoin pour toute une carrière. Après, il n'y a plus qu'à les abandonner à leur imagination. Mais le verbe, Jean Guiton m'avait dit une chose qui m'avait fasciné, me disait, parce que moi j'aurais bien voulu à une époque être, sinon prêtre, ça avait été une de ses envies, et comédien. Puis j'ai découvert que c'était un peu la même chose, parce que pour le prêtre, le verbe devient chair, et pour le comédien, eh ben, la chair devient verbe. C'est joli. Et c'est merveilleux, parce que c'est ça notre métier, en fait. Alors, vous parlez du bonheur des comédiens, oui. Mais je pense que tous les élèves, dès leur plus jeune âge, voient leur monde s'agrandir en 10 ans. Ah oui, absolument, absolument. Oui. On devrait obliger les gens à faire des exercices, parce que c'est Charles Dullin, Copeau, c'est ce qu'ils ont tous dit, des exercices de lecture à voix haute. Et c'est comme ça qu'on s'entend proférer autant des sentiments que des mots. Et on retrouve, comme vous le disiez, une ponctuation, mais qui est celle de la pensée, qui n'est pas celle de l'écriture. Et un texte lu à haute voix est déjà à moitié compris. Ah bah, le professeur n'a plus rien à faire. Absolument, absolument. Voilà, chers téléspectateurs de TV Liberté, à retrouver Jean-Laurent Cochet sur la scène du Théâtre 14, 20 avenue Marc Sangnier, voilà. Près de la porte de Vanves. Très facile d'accès en définitive. Jusqu'au 22 février. Et merci beaucoup, Jean-Laurent Cochet, de votre présence. Merci à vous. Aujourd'hui.